Sur ma terrasse aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Michel Poirier. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président du conseil d'administration de SLAM Laurentides. Qu'est-ce que c'est SLAM Laurentides? SLAM, ça veut dire Solidarité Laurentides Amérique centrale. OK. On est un organisme qui existe depuis 40 ans. On vient de fêter notre 40e anniversaire au mois de juin. Bien oui, j'ai vu ça, j'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. On peut dire que ça a été comme un grand succès au niveau de l'assistance. Il y avait plus de 100 personnes et il y avait différents dignitaires, ou en présence, ou par un petit vidéo. On avait le responsable de la section Solidarité internationale du ministère des Relations internationales, la francophonie du Québec était présent sur place. On avait un petit mot du député fédéral. C'est toujours encourageant, ça. Parce qu'aussi, on est membre de différents regroupements, comme par exemple du regroupement des organismes communautaires des Laurentides, le ROC, mais qui ne pouvaient pas être là parce qu'il était en congrès dans la région du Lac-Saint-Jean, mais il nous avait fait un petit vidéo, Benoît Larocque, le directeur coordonnateur. Et on est aussi membre de l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui, elle aussi, nous avait fait un petit vidéo parce que l'ACOSI, juste 2-3 jours avant, c'était les États généraux du Québec sur la solidarité, fait qu'on était très accaparés, puis leur assemblée annuelle. Mais on était contents d'avoir quand même ces témoignages-là. Donc, on voit que vous êtes bien entouré. C'est un organisme, donc vous me disiez avant d'entrer en ondes que ça fait quand même très longtemps que vous êtes impliqué au niveau du conseil d'administration. Au niveau du conseil d'administration, moi-même, plus de 20 ans. Ça fait dire, ça, c'est la moitié au niveau de SLAM, de l'organisme. Oui. 35 ans, peut-être. Ah, mon Dieu! Et bravo à tous ces gens-là aussi qui sont en équipe avec vous. C'est quoi la mission du SLAM? On a comme 2 volets à notre mission. Mais l'idée de base, c'est de développer la solidarité entre les peuples d'Amérique centrale et les Laurentides. Et par extension, le Québec. Oui. Mais premièrement, avec les Laurentides. Et pour faire ça, on a comme 2 volets à notre mission. Il y en a un qui en est un d'éducation, que maintenant on dit éducation, la citoyenneté mondiale. Et dans ce contexte-là, c'est nous autres qui, à chaque automne, organisons régionalement les Journées québécoises de solidarité internationale. Et là, on organise ça avec d'autres organismes de la région, comme Mères au front, par exemple, Amnesty International, les Amis de Saint-Camille. Qu'est-ce que vous faites dans ces journées-là? On fait des animations dans les écoles secondaires, niveau 4 et 5, dans différentes régions, comme la polyvalente d'Oka, qui est pas loin d'ici. Oui. On fait aussi des présentations d'animation dans les cégeps Lionel Groulx, Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme. Et des fois à l'UQO, l'antenne, là, l'Université du Québec, l'Université du Québec de l'Outaouais, qui ont une antenne maintenant à Saint-Jérôme. Et aussi des fois à l'Université de Montréal, parce qu'il y a là un certificat de coopération internationale. Parce que si en allant en Amérique centrale, il y a quelque chose qu'on a connu, c'est qu'il faut fonctionner en réseau. Ça aide beaucoup. Pour ne pas tout faire tout seul et tout réinventer, mais travailler en équipe, et ça augmente notre rayonnement. Par exemple, depuis peut-être 2 ou 3 ans, avec un organisme national qui s'appelle le CISO, Carrefour international de solidarité ouvrière, et le CEDAL, le Comité de défense des droits humains en Amérique latine. On organise des rencontres à Montréal conjointement dans le cadre des JQSC, justement. Et comme c'est filmé, et c'est enregistré, il y a des balados, ça nous permet vraiment de rejoindre beaucoup plus de public. Là. Et les JQSC, ça se fait avec l'appui de la COSI dont j'ai parlé tantôt, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et au printemps, on organise aussi ce qu'on appelle la Semaine de développement international, qui, lui, encore à travers la COSI, mais est financé par le fédéral Affaires mondiales Canada. La COSI et les JQSC sont financés par le MRIF, dont je parlais tantôt, par Québec. Là. Donc, c'est vraiment une grosse organisation. Puis, oui, sauf, ça a l'air qu'on est gros, qu'on fait beaucoup de choses, mais on est un petit organisme. Par exemple, on a une seule personne à notre emploi. On fonctionne beaucoup par militants, bénévoles, par comité. Moi, par exemple, je suis responsable du comité des projets de coopération dont on va parler tantôt. Il y a un comité pour les stages. Parce que dans une perspective d'éducation, on organise aussi des stages en Amérique centrale de 3 semaines. Donc, des gens qui partent d'ici et qui vont faire un stage pour travailler, pour voir comment sont les gens, pour...
avec la philosophie qui est la nôtre, on pense que, parce qu'on intervient surtout en milieu paysan, que les Guatémaltèques ou les Nicaraguayens à une autre époque, ils n'ont pas besoin de nous autres pour planter le café. Ils savent comment ou pour le cueillir. Ce qui manque plus de ressources et de moyens. Donc, nos projets sont plus en appui, parce que quand je dis qu'on a des projets, c'est vrai puis c'est faux en même temps, parce que ce n'est pas nos projets à nous autres à la base, ça vient des communautés. Vous les accompagnez dans leurs projets. Et au Guatemala, on a un partenaire qui s'appelle le Comité Campesino de l'Altiplano, le Comité paysan de Haut-Plateau, dans la région du lac Atitlán, en pays de montagne et de volcans. Et c'est là qu'on travaille avec eux peut-être depuis 15 ans. Et c'est un organisme qui est présent dans 15 et 22 départements du pays. Les départements pour le Guatemala, c'est un peu comme les provinces. Fait que c'est un organisme national qui est vraiment bien organisé et qui propose comme modèle de développement l'agriculture familiale paysanne. Oui. Donc à petite base et avec une approche de plus en plus organique, biologique. C'est beaucoup des jardins qui appellent patio, des jardins de cour, parce qu'il y a beaucoup de familles qui manquent de terre, qui n'ont pas accès à la terre. Fait qu'il y a aussi des jardins familiaux, des jardins collectifs. Comme on peut voir ici aussi. Et aussi, ils louent souvent leurs champs où ils plantent leur maïs, parce que la céréale de base, là-bas, c'est le maïs. Là. Il y a des tortillas à tous les repas. Qu'est-ce que vous faites en éducation ou là-bas? Y a-t-il des choses qui se font là-bas? Là-bas, avec notre partenaire, parce qu'il faut dire que le Guatemala, c'est un pays où il y a encore un certain machisme. Fait qu'il y a des ateliers qui se donnent à travers de nos projets qui s'adressent spécifiquement à des femmes. Par exemple, j'ai assisté à un atelier sur la violence conjugale et aussi sur la prise en main des femmes de nos projets ou l'autonomisation des femmes. Et eux autres, ils reçoivent aussi une formation technique. Et côté éducation, disons, la langue nationale, c'est l'espagnol, mais il y a 21 langues qui se parlent au Guatemala, des langues mayas. Ce qui fait que si le monde ne sont pas appelés à aller à la ville, au jour le jour, ne fonctionne pas en espagnol. Et comme ici, il y a des programmes sociaux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais comme ici, là-bas, c'est encore pire, les formulaires sont en espagnol, donc c'est compliqué. Fait qu'il y a tout un accompagnement par notre partenaire sur les aider à concevoir des projets, à les présenter aux autorités, à leur faire un suivi. Et il y a aussi des ateliers sur la gouvernance, les comités de coordination dans les communautés, comment animer une assemblée, comment consulter, comment organiser un vote. Et localement, rapidement sur l'éducation, on travaille avec d'autres organismes, comme on travaille avec le CLAF, le Comité local d'action féministe, pour organiser le 8 mars depuis plusieurs années. Et le Jour de la Terre avec maintenant l'organisme qui s'appelle Mère au front. Et de façon régulière avec Amnesty International. Mais là, vous êtes beaucoup, vous travaillez beaucoup avec le Guatemala? Actuellement, plus avec le Guatemala. Oui. Bien que des fois, récemment peut-être 5-8 ans, on a étiré un peu l'Amérique centrale. On a eu un petit projet au Mexique pour aider une organisation de femmes à tenir leur congrès national. Ça s'appelait Mujeres para el Diálogo, les femmes pour le dialogue. Et on a eu aussi un petit projet à Cuba, dans une région de zone humide, avec une école. Il s'agissait d'une production d'une murale avec des enfants, avec comme thème un peu le milieu ambiant puis la protection des milieux humides, qui par hasard, ça donnait le voisin de la baie des Cochons, ou dans les années, ou à l'époque de la Révolution castriste, les États-Unis avaient essayé de débarquer. Oui. C'est un hasard, mais ça a des honneurs aussi pour le peuple cubain. Et le monde qui va en stage, on revient au stage, leur engagement, c'est qu'au retour, ils vont témoigner et rendre compte de ce qu'ils ont vu. On organise au retour des rencontres grand public. Et là, le monde qui est en stage témoigne de ce qu'ils ont vu. Ils ont vécu dans des familles, des conditions de vie, du genre de projet qu'on a, que je disais que c'était surtout agricole, mais il y a aussi quelques animaux de basse-cour. Et un des projets qu'on a déjà eu, mais là, c'est quasiment dans un petit paradis, parce qu'à part le problème d'accès à la terre, il y a aussi le problème d'accès à l'eau. Oui. Or, il s'adonnait que cette communauté-là était traversée par une rivière. Fait comparé à beaucoup d'autres communautés, puis il y avait des terres données par l'archevêché. Fait qu'ils ont
Notre projet, c'était essayer de partir l'élevage de tilapia, des poissons dans des bassins, des cuvettes. Et ça a été... il existe encore le projet, il se continue. Vous touchez à beaucoup de choses. Et à côté de ça, il y avait 2-3 bassins pour cultiver du cresson, qui est une plante aquatique. Ça pognait moins au début. Mais finalement, les autres familles, quand ils ont vu que ça fonctionnait, quand on y retourne, pas mal toute la rivière qui traverse la communauté, tout le bassin est couvert de cresson. Parce qu'on a toujours l'idée, quand on a un projet avec le CCDA, c'est pendant le projet, avec des techniciennes, techniciens agricoles du CCDA, il y a un accompagnement. Et le CCDA, au fil des années, a développé des modules de formation technique avec la faculté d'agronomie de l'Université de San Carlos du Guatemala. Fait qu'il y a aussi de la formation qui est donnée. Ils forment ce qu'ils appellent des promotrices-promoteurs agricoles, ce qui fait qu'après 2 ou 3 ans, le projet ne meurt pas de sa belle mort. Il est repris en main par les communautés. Il se continue avec l'appui de ces promotrices-promoteurs agricoles. Donc, ce que vous semez va se continuer avec les années. Donc, on a les plantes, mais là, vous me parliez d'animaux de basse-cour tantôt. Oui, beaucoup. C'est surtout des poules, mais des poules pondeuses et des lapins. Mais comme ça coûte cher, les animaux, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas des cochons, mais c'est des poules et des lapins, c'est qu'on en donne à quelques familles. Et quand il y a des petits poussins ou des petits lapros, ils sont donnés à d'autres familles. Ce qui fait que s'il y avait 8 familles qui en avaient au point de départ dans la communauté, après 2-3 ans, c'est rendu à 20-25 familles, ça va se continuer. Et ça, c'est l'approche de notre partenaire aussi. Et beaucoup des projets sont pris en main par des femmes. Vous rassemblez tout ce qui est gagnant, puis j'aime voir que vous plantez, on peut dire ça, on peut imaginer que vous plantez une graine, puis ça fleurit. Bravo. Ça en prend des gens comme vous. Bravo pour ce que vous faites, puis bonne continuation.